Bonjour à toutes et à tous. Il est 14 heures, on va pouvoir commencer. Alors, merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau pour ce cycle de conférences. Je souhaite la bienvenue à Corentin qui se connecte. Voilà, donc merci de nous rejoindre pour ce cycle de conférences proposé par la Trousse à projets et ses partenaires dans le cadre du volet parentalité, je le rappelle, des territoires numériques éducatifs. C'est un cycle qui reste destiné avant tout aux parents, aux enseignants et à tous les partenaires de la médiation et de l'animation numérique. Il est composé de 10 conférences, hein, qui sont d'ailleurs pour beaucoup accessibles en rediffusion sur le site de la Trousse à projets. J'y reviendrai sans doute. Heu, Ces conférences, on en fait une par mois, le mercredi, pour démêler 10 idées reçues sur le numérique, hein. Et donc aujourd'hui, nous entamons déjà notre 8e conférence. Vrai ou faux? Le numérique fait baisser le niveau, entre parenthèses, intellectuel et scolaire des élèves, point d'exclamation, comme à chaque fois dans nos titres d'idées reçues. Alors vous êtes toujours très nombreux, très nombreuses et nombreux à vous inscrire à ce cycle, hein. Je vois que vous êtes en train de vous connecter, au petit à petit. Donc ça montre toujours l'intérêt que suscitent les problématiques liées au numérique et à l'éducation. Si on a d'ailleurs intitulé notre cycle «Idées reçues», c'est bien que ces idées reçues continuent, de circuler, hein, et qu'il faut continuer à faire un travail de pédagogie pour expliquer ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et comment en tant que parent, enseignant ou tout autre acteur de l'éducation, on peut accompagner, les jeunes et les moins jeunes, finalement, dans leur appréhension du monde numérique. Donc vous avez à votre disposition un dispositif de questions et réponses qui va vous permettre de partager, des remarques, des retours d'expérience ou de poser des questions et nous en sélectionnerons quelques-unes, comme d'habitude, pour la deuxième partie, de l'échange avec Corentin, pour lui permettre d'y réagir. Donc comme d'habitude, je le rappelle, pendant une trentaine de minutes, j'ai un premier temps d'échange prévu avec Corentin et ensuite nous avons 15 minutes pour prendre quelques questions. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à utiliser ce petit module qui s'appelle Q et R, questions et réponses. Voilà donc, notre conférence d'aujourd'hui, hein, continue ce cycle en général, hein, où on a voulu, traiter d'un certain nombre d'idées reçues. On n'a bien sûr pas pu être exhaustif, mais, aujourd'hui on s'intéresse à un sujet qui dépasse, sans doute largement la simple sphère scolaire et d'ailleurs la simple sphère des élèves, hein, et des enfants, des adolescents, enfin des jeunes de tous âges, on va le voir avec Quentin, puisque c'est un sujet de crainte plus globale, plus sociétale. On parle, parfois on utilise le terme de panique morale aussi pour s'intéresser finalement à cette crainte que, vrai ou faux, le numérique ferait baisser le niveau donc intellectuel et scolaire des élèves, mais aussi des adultes, hein. J'ai envie de rajouter, pour cette conférence, pour ce cycle. Donc, on va parler d'intelligence, on va parler, d'attention, d'hyperstimulation. On va essayer de répondre, et d'apporter un maximum d'éléments, pour poser cette question et démystifier, cette idée reçue et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir Corentin Gontier, professeur des universités en psychologie du développement à l'université de Nantes et membre de l'Institut universitaire de France. Bonjour Corentin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors déjà, avant de rentrer peut-être dans le cœur du sujet, est-ce que je me suis pas trompé, dans votre titre, dans votre poste, peut-être vos travaux de recherche, actuels en lien avec, notre sujet? Non, c'est très bien, effectivement, je fais de la recherche sur le développement cognitif, donc le développement de la cognition chez l'enfant. Tout ce qui est activité intellectuelle complexe, intelligence, mémoire, concentration sont des choses qui m'intéressent. Super, bah, merci beaucoup. Alors on va pouvoir se lancer. Pour commencer, notre discussion, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les termes qu'on va employer. C'est en général le cas dans ce cycle, mais c'est peut-être encore plus le cas, sur cette conférence en particulier, parce qu'il y a un terme qu'on utilise souvent, pendant notre cycle, c'est le terme de numérique, qu'on essaye toujours de définir, hein, puisque quand on parle de numérique, on parle d'un ensemble, de technologies, d'équipements, d'usages, de pratiques, qui ont trait en finalement à des technologies qui transmettent de l'information sous format, numérique. Mais
Et de la même manière, on parle souvent d'écran. Vous allez pouvoir y revenir. On parle souvent d'écran, hein, finalement, quand on traite les peurs, notamment les inquiétudes, qu'ont les parents, les enseignants vis-à-vis, des jeunes et du numérique. Comment, pour la suite de notre discussion, cela enfin, vous est-ce que ça vous semble pertinent de qualifier, ces écrans ou ces objets numériques, dans la discussion? Bah, le terme d'écran est un terme qu'on n'utilise jamais dans le domaine de la recherche. On parle même rarement du numérique ou du digital dans son ensemble. On a parfois l'impression qu'il y a un genre de peur vis-à-vis des écrans en tant qu'objet. On voit parfois des parents qui s'empressent d'éloigner leurs enfants dès qu'un écran est allumé dans la pièce, quel que soit l'écran. On peut commencer peut-être par rappeler qu'il y a rien de spécifique aux écrans en tant qu'objet qui soit, délétère pour l'enfant. Il y a rien dans la technologie en elle-même qui soit dangereux. Donc il faut effectivement distinguer complètement le média dont on est en train de parler et le contenu qui est présenté dessus. C'est pas la même chose du tout de parler d'écran quand on est sur un jeu vidéo, par exemple, ou quand on parle de la télévision, et c'est pas du tout non plus la même chose, de parler d'une émission télévisée qui pourrait être un documentaire ou une émission pour enfants, par exemple, que de parler d'une, comédie pour adultes, d'un film ou d'un dessin animé. Donc le type de contenu va avoir des effets différents, forcément, sur la personne qui le regarde. Et inversement, les interactions entre la personne et l'écran, la façon dont on appréhende ce qui est présenté à l'écran est complètement différent selon qu'on est en train de regarder un documentaire, une émission télévisée ou en train de jouer à un jeu vidéo. Donc les écrans, c'est vraiment un concept qui a pas tellement de sens en tant que tel. Même si c'est vrai que quand on réfléchit un peu au monde numérique, on a l'impression on peut envisager des outils numériques, qui n'ont pas d'écran. C'est le cas d'un certain nombre de dispositifs, enfin, avec lesquels on interagit. Je pense par exemple aux enceintes connectées, je pense, à des petites liseuses aussi qui commencent à se populariser enfin pas des liseuses, des machines, à histoire, hein, qui commencent à se populariser. Et après au niveau des écrans, peut-être qu'on a la distinction écran, non tactile. Peut-être, et écran tactile, plus tablette, smartphone, je sais pas si enfin pareil, pour vous ça c'est pas quelque chose de tellement signifiant de faire cette distinction? Les liseuses, typiquement, une liseuse, c'est à peu près la même chose qu'un livre, en termes de la façon dont on interagit avec le contenu. Il y a des petites différences d'usage dans la façon dont on peut manipuler des pages par rapport à faire défiler un écran, par exemple, qui peuvent éventuellement avoir des petits effets sur la compréhension. On peut retrouver ça de temps en temps, mais c'est vraiment très à la marge. À toute fin utile, c'est pratiquement comme un livre. Le contenu qui est présenté est celui d'un livre, que ce soit sur un écran ou que ce soit sur un livre papier. Si les enfants lisent, moi je suis content, peu importe que ce soit présenté sur un écran ou non. Tout ce qui est enceinte numérique, dispositif un peu plus moderne, il y a très peu de recherche dessus en réalité. Ce qui a vraiment été beaucoup étudié par la recherche en psychologie cognitive, c'est la télévision et les jeux vidéo. C'est vraiment les 2 médias qui ont Mmh. qui ont été beaucoup scrutés. Les choses plus modernes et plus exotiques, il y a pratiquement rien qui a été fait dessus de toute façon. Ouais, on aura l'occasion d'en parler, hein, évidemment, par la suite. Mais donc juste pour finir sur cette, question de définition, vous, quand par exemple vous étudiez les effets, de l'intelligence, du développement peut-être du cerveau plus généralement et que vous l'appréhendez au regard de l'influence de technologies numériques, quels sont les termes que vous disiez? Vous parlez même pas forcément de numérique, c'est quels sont vos termes à On vous? va vraiment regarder technologie par technologie, donc on va, D'accord, de façon différenciée, s'intéresser à la quantité d'heures passées devant la télévision, par exemple, sur le développement de l'intelligence. Quelque chose qu'on peut retrouver, oui, mais on OK. va jamais parler des écrans en général, et les études qui parlent de la télévision sont elles-mêmes considérées comme relativement peu fiables parce que justement, il est important de les distinguer, par type de contenu. Donc, Oui, d'accord. on le bon niveau d'abstraction, c'est vraiment d'aller regarder, non pas l'impact des écrans sur l'intelligence, par exemple, mais l'impact du temps passé à regarder des émissions éducatives prévues pour la jeunesse sur le développement de l'intelligence. Oui, en fait, derrière ce terme fourre-tout à la fois des écrans et même maintenant du numérique, qui est une spécificité française puisqu'on a substantivé, le terme, numérique, qui à la base était un adjectif technique. En fait, on n'arrive plus à être précis sur, ce dont on parle. Donc OK, j'entends bien, le fait que quand vous faites vos travaux, vous parlez, équipement, outils, technologie par technologie et même contenu par contenu, c'est intéressant, on aura l'occasion d'y revenir. Et deuxième finalement moitié de notre titre, pareil, on parle souvent de l'intelligence, c'est le mot qu'on emploie, hein, le QI aussi, je pense que bon les 2 sont employés un peu, côte à côte. Dans vos études, dans vos travaux à vous en tant que chercheur, comment vous définissez, l'intelligence?
L'intelligence, c'est un concept qui est très vaste de toute façon. C'est pareil, il y a plusieurs types de tâches qu'on utilise pour mesurer l'intelligence et qu'on considère de façon un peu différenciée aussi. Mais, globalement, l'intelligence, de façon très générale, on peut dire que c'est l'aptitude à résoudre des problèmes, à résoudre des problèmes complexes, globalement. En général, on va faire une distinction importante entre, l'intelligence qu'on appelle l'intelligence fluide et qui est la capacité à résoudre des problèmes nouveaux sur des choses plutôt abstraites. C'est à ça qu'on pense quand on pense test d'intelligence en général. Compléter des séries de figures géométriques, par exemple, ce genre de choses. Et puis l'intelligence cristallisée, d'autre part, qui est, plutôt la quantité de connaissances qu'on a réussi à engranger et notre aptitude à résoudre des problèmes en utilisant ces connaissances. C'est les deux principaux aspects de l'intelligence, à titre très global, on va dire. D'accord, merci. Très bien, mais maintenant que nous sommes au clair sur les notions, parce que c'était important de bien définir les choses dont on avait parlé, on va pouvoir se lancer un peu dans le cœur de notre sujet et peut-être, comme première question, hein, puisque c'est la fameuse crainte, qui est tout le temps, finalement soit explicite, soit implicite, hein, dans les discours, c'est, l'évolution de l'intelligence et donc, à entendre, certains enseignants ou décideurs politiques, chercheurs, ce serait, la catastrophe, on assisterait à un déclin, voire un effondrement de l'intelligence, hein. Il y a même des exemples récents, que j'ai vus, aujourd'hui, en lien avec des manifestations de lycéens, qui, selon certains, feraient mieux de travailler leur niveau de français, plutôt que enfin voilà, donc on voit qu'il y a quand même un peu cette petite musique d'un effondrement de l'intelligence, d'un effondrement du niveau de maths, de français, donc c'est peut-être des sujets qu'il va falloir différencier. Et qu'en est-il pour vous, en fait, et si on essaye de prendre un temps un petit peu long, vraiment de cette évolution de l'intelligence? Effectivement, on peut peut-être évacuer ça dès le début. Il n'y a pas de baisse de l'intelligence du tout en France. C'est quelque chose qui n'existe pas. On peut effectivement différencier complètement le sujet baisse de l'intelligence et le sujet baisse du niveau scolaire, qui sont 2 choses différentes. Pour ce qui est de l'intelligence, pour commencer par ça, sur le plan vraiment cognitif, le plan des aptitudes cognitives, le plan du fonctionnement du cerveau, le plan des aptitudes, des performances des gens dans les tâches d'intelligence, il y a aucune évolution en moyenne en France aujourd'hui, ni positive ni négative. Globalement, le niveau d'intelligence moyen est stable depuis plusieurs générations, depuis plusieurs décennies en France. Il y a pratiquement pas de changement, hormis des toutes petites fluctuations aléatoires qu'on retrouve d'une année à l'autre, de 1 ou 2 points en plus ou en moins, qui relèvent vraiment du hasard. Il ne se passe strictement rien pour l'évolution à long terme de l'intelligence en France. Il y a une confusion vraiment, dans le discours, à destination du grand public sur les évolutions de l'intelligence. Ce qui est vrai, c'est que pendant la plus grande partie du XXe siècle, l'intelligence moyenne avait tendance à augmenter de génération en génération. En tout cas, la performance d'intelligence avait tendance à augmenter. Donc à chaque génération successive, pendant la plus grande partie du XXe siècle, les enfants faisaient en moyenne un petit peu mieux que leurs parents sur les tests d'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn et c'est un effet qui, dans les pays dits développés, est à peu près interrompu aujourd'hui. Donc c'est le cas en France, mais c'est aussi le cas dans tous les autres pays occidentaux industrialisés. Globalement, l'effet Flynn est interrompu, donc il y a plus vraiment cette augmentation moyenne de génération en génération. Les scores d'intelligence ont tendance à stagner. Ce qui est parfois confondu avec une baisse de l'intelligence, mais c'est pas une baisse de l'intelligence. C'est simplement qu'on a arrêté de réaliser des gains très importants d'intelligence, comme ça a été le cas pendant plusieurs décennies. Sans Vous rentrer dans expliquez le Ouais, vous ouais, expliquez que ces allez-y. gains, d'intelligence, notamment au XXe siècle, étaient largement dus à l'amélioration de l'alimentation, d'une part, et la massification de l'éducation et l'amélioration de l'éducation, d'autre part, c'est ça? Ouais, c'est les 2 principaux facteurs, c'est ça. Une meilleure éducation, meilleure nutrition. En réalité, il y a d'autres explications possibles, il y a et c'est un effet qui a des origines différentes d'un pays à l'autre aussi. Dans certains pays, on sait par exemple que le fait d'arrêter d'utiliser de la peinture au plomb a probablement joué un rôle. Donc bon, c'est assez variable, mais c'est vraiment Mmh. un effet dont on est certain que c'est un effet environnemental. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que si l'intelligence a beaucoup augmenté pendant le XXe siècle, c'est parce que les conditions environnementales étaient meilleures, les conditions de vie étaient meilleures. C'est pas un effet génétique. Il peut pas y avoir de modification génétique de la population à une échelle aussi courte, avec un impact aussi important sur les performances, donc c'est forcément un effet environnemental. Et de la même façon, si cet effet d'augmentation de l'intelligence s'est ralenti, voire interrompu, c'est parce que les conditions environnementales ont arrêté de s'améliorer énormément comme elles l'ont fait pendant la plus grande partie du XXe siècle. C'est un effet par contre qui joue toujours à plein dans les pays en voie de développement.
En Afrique, subsaharienne, il y a toujours un effet Flynn très important, par exemple. C'est vraiment chez nous qu'il y a plus de très grosses modifications aujourd'hui. Donc pas de baisse de l'intelligence. Pour ce qui est Voilà, du une niveau augmentation scolaire, qui est ouais. c'est vraiment un autre enjeu. La Mmh. place de la France dans les enquêtes PISA, par exemple, on dit souvent que la France a tendance à perdre des rangs, qu'elle perd des rangs en mathématiques, par exemple. Bon, qu'il puisse y avoir une baisse du niveau scolaire, peut-être dans certaines disciplines, pourquoi pas? C'est moins mon domaine d'expertise, mais si c'est le cas, s'il y a une baisse dans certaines disciplines, s'il y a une baisse du niveau en mathématiques en France par rapport à d'autres pays, s'il y a une baisse du niveau d'orthographe ou autre chose, on a la certitude que ce n'est pas dû à une baisse cognitive, à une baisse du niveau d'aptitude cognitive des élèves. C'est-à-dire que si le niveau des élèves se dégrade, ce n'est pas parce que les élèves sont de moins en moins intelligents. En aucun cas. Les élèves d'aujourd'hui sont tout aussi intelligents que les élèves d'il y a 30 ans et ils sont nettement plus intelligents en moyenne, en tout cas ils ont de meilleures performances intellectuelles que les élèves d'il y a, 90 ans, par exemple. Et là, donc sur ce niveau d'intelligence qu'on mesurait, régulièrement, on le mesure, par le QI ou c'est un autre procédé? Non, on peut parler du QI, effectivement, C'est le c'est la QI. mesure la plus utilisée de l'intelligence. Le QI, c'est simplement le score sur un test d'intelligence. C'est la façon qu'on a de désigner les scores qu'on obtient quand on fait passer des tests d'intelligence aux gens. Quel que soit le test d'ailleurs, on a tendance à exprimer le score sur une échelle standardisée qu'on appelle le QI. Mmh. D'accord, très bien. Quand on parle, donc c'est vrai que c'est un bon point de départ de parler du fait que, voilà, on n'observe pas de baisse, même, même légère enfin, en tout cas significative de l'intelligence, donc c'est un bon point de départ pour notre discussion parce que ça commence par déjà, enfin tempérer, donc un certain nombre de ces craintes. Quand on parle enfin, peut-être que je peux poser la question autrement, parce que je sais que vous avez sans doute, des éléments de réponse. D'où vient donc, du coup, cette panique? D'où vient enfin, c'est vrai qu'on peut se poser la question, si le résultat pour vous est aussi clair, comment est-ce possible que ce soit un sujet aussi, pervasif dans la société? Et je parle bien donc là et c'est l'objectif de notre cycle, hein, c'est d'essayer de remettre un peu de rigueur scientifique, auprès des parents et des enseignants et de créer une culture commune. Donc on s'adresse bien à ces 2 publics plus les médiateurs. Comment ça se fait que ce soit auprès des parents, mais aussi des enseignants et d'autres acteurs qui sont des professionnels de l'éducation, on ait une telle panique morale ou à défaut de ce terme, parler de telles craintes? Sur le déclin de l'intelligence, vous voulez dire? Sur ce déclin de l'intelligence et peut-être ma question d'après sera et l'effet qu'ont, les technologies numériques sur ce fameux déclin de l'intelligence. Mmh. Pour le déclin de l'intelligence lui-même, c'est un sujet qui a été très médiatisé. On se souvient, il y a quelques années, qu'il y a eu le documentaire, «Demain tous crétins», sur Arte qui a été très très diffusé auprès du grand public. Il y a eu plusieurs livres à succès aussi sur le sujet. Il y a effectivement une recherche qui a dit que l'intelligence baissait en France. C'est donc tout part de là. Il y a une seule recherche qui a porté sur un échantillon de 79 personnes, ce qui est un peu léger peut-être pour, dire que l'intelligence s'effondre en France. Donc il y a une recherche qui a été publiée sur le sujet, sur un échantillon de 79 personnes. Recherche, qui dit que les scores, d'intelligence ont baissé entre, 1999 et 2009 en France. Mais en fait, quand on regarde, vraiment de près les résultats de cette recherche, ce qui a baissé entre 99 et 2009 en France, c'est les scores d'intelligence cristallisée, donc vous vous souvenez l'aptitude à faire usage de ses connaissances, sur des questions prévues en 1999 quand on les reteste en 2009. C'est-à-dire que ce que disait cette recherche, c'est quand on réutilise en 2009 des questions de 1999, les gens réussissent moins bien. Mais quand on va regarder le détail des questions, c'est assez logique en fait. C'est que c'est des questions de connaissances, de culture générale. Donc c'est des choses qui évoluent dans le temps tout simplement. Les questions de 1999 pour lesquelles les scores ont baissé, il y avait des questions de type, par exemple, calculer des prix en francs. Calculer des prix en francs en 2009, c'est forcément moins facile que calculer des prix en francs en 1999, puisqu'on n'utilise plus de francs, couramment en 2009. Donc c'est des évolutions qui s'expliquent par des évolutions sociétales qui font bouger les connaissances Mmh, tout simplement. Par contre, les scores sur les tests d'intelligence fluide, donc des tests, résoudre des figures géométriques abstraites, tout ce à quoi on pense quand on pense intelligence, ont été rigoureusement constants sur la même période. Donc c'est vraiment des histoires de connaissances qui ont mmh, bougé. On peut peut-être, très brièvement dire aussi que l'étude en question, qui est celle qui a servi de base au documentaire d'Arte et à toute la médiatisation dans le grand public, a été faite à charge par 2 chercheurs, dont un chercheur en théologie,
et que les explications qu'ils invoquent pour dire, «Vous voyez, c'est très grave, l'intelligence baisse en France», sont, probablement parce qu'il y a beaucoup d'immigration et les gens d'autres pays, ils sont génétiquement moins intelligents, ou probablement parce qu'il y a beaucoup de femmes en France et les femmes sont génétiquement moins intelligentes. Donc on voit Mmh, qu'il y a un agenda politique qui est pas neutre du tout, quand ils essayent de faire passer cette idée d'un déclin de l'intelligence. C'est un sujet qui est facile pour servir de base à une panique morale. Si l'intelligence s'effondre, c'est horrible, il faut faire quelque chose tout de suite. Donc, il faut trouver des coupables. Et du coup, pour les 2 chercheurs qui ont publié cette étude, les coupables, c'était, les femmes ou l'immigration. Pour d'autres personnes, c'est, la réforme de l'orthographe, hein. Il y a une petite phase de panique sur la réforme de l'orthographe aussi, où des gens ont avancé que la réforme de l'orthographe faisait baisser l'intelligence. Et puis, pour d'autres, c'est les écrans, le numérique en général. Alors pourquoi le numérique spécifiquement? Je crois que ça participe juste d'un mouvement global de diabolisation des nouvelles technologies, tout simplement. Si on mmh, reprend un petit peu l'histoire des paniques morales, il y a eu une panique morale sur le train, avec l'idée que les gens allaient tomber très malades à cause du train parce qu'on se déplace trop vite et les images qui défilent rapidement sur la rétine vont abîmer les yeux et le changement rapide de climat en passant d'une région à une autre vont abîmer les poumons. Il y a eu une panique, morale sur les Walkman, à l'époque où c'était la mode, en disant que ça allait rendre fous les gens parce qu'on s'enfermait dans un univers intérieur avec de la musique et que le fait d'être cloisonné avec de la musique allait nous faire perdre la raison. Il y a eu une panique morale sur les flippers, au début du XXe siècle, quand des flippers ont commencé à être installés dans les bars, disant que ça allait, pousser la dépravation morale de la jeunesse, en les incitant à boire trop et à jouer et à se mettre aux jeux d'argent, qu'ils allaient mmh, finir, pauvres et au casino. Il y a une panique morale sur le numérique aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il faille mmh. chercher beaucoup plus loin honnêtement que sur la facilité politique de récupérer des nouvelles technologies pour en faire des boucs émissaires. Sachant qu'en même temps, ces nouvelles technologies sont le terrain d'un monde, consumériste, très lucratif, donc on imagine qu'il y a quand même, des intérêts, effectivement politiques et économiques assez massifs, un peu de tous les côtés. Ça On a pu déjà aborder un certain nombre de sujets donc et je vois que l'heure avance déjà, hein. C'est le problème de notre format, c'est qu'on essaie de faire un format court, hein, pour permettre à un maximum de gens de nous écouter. Il y a i on peut aller assez vite parce que je sais que les résultats sont finalement, résumables assez rapidement. Il y a eu beaucoup d'études, vous l'avez dit, sur la télévision et sur les jeux vidéo, qui ont des études qui ont porté sur un certain nombre d'effets, sur le cerveau, qu'ont donné ces études. Maintenant sur lesquelles on a pas mal de recul, des méta-enquêtes et cetera. sur sur la télévision pour commencer peut-être, les effets sont négligeables de toute façon. Il y a très peu d'effets de la télévision dans un sens ou dans l'autre. On peut trouver des petits effets positifs ou des petits liens négatifs avec la performance d'une étude à l'autre, c'est assez variable, mais ce sont toujours des effets qui sont extrêmement petits. On parle de, la télévision explique, 1 de la performance, la télévision explique 0,5 de la performance. Donc c'est toujours des micro-effets qui sont très, très à la marge. Il n'y a jamais d'effet massif de toute façon. Donc même quand on voit une étude dit: «Il y a un effet délétère», bon, si c'est un effet délétère de 0,2, c'est pas forcément de nature à s'alarmer, quoi qu'il en soit. Donc des effets qui sont très à la marge. La télévision a très peu d'impact sur les fonctions intellectuelles supérieures globalement. Sur l'intelligence, il y a rien ou quasiment rien. Sur l'attention, pratiquement rien aussi. On trouve parfois des petits liens négatifs avec l'attention, mais c'est très compliqué de savoir si c'est parce que la télévision, le fait de regarder la télévision dégrade l'attention, ou bien si c'est que les enfants qui ont tendance à être pas très attentifs se tournent plus vers la télévision en tant que loisir. Parce qu'on ne sait pas dans quel sens ça va en réalité. Si les enfants un peu moins attentifs regardent plus la télévision, ça peut être aussi parce qu'ils ont plus de mal à se concentrer sur des loisirs qui sont plus exigeants attentionnellement, comme la lecture Mmh. par exemple, et qui se tournent plus vers ce média-là. Donc des effets qui sont très petits et dont on n'est jamais sûr de savoir vraiment si c'est la télévision qui est la cause du problème ou si c'est le problème qui est la cause du fait de regarder la télévision. Il y a vraiment aucune étude qui montre d'impact massif de la télévision, sur la performance cognitive dans quelque activité cognitive que ce soit. Il y a des petits effets bénéfiques, en particulier pour les programmes, éducatifs qui sont avérés. C'est d'autant plus vrai que la télévision est regardée et co-regardée avec les parents, qu'il y a un étayage de la part des parents, soit regarder en même temps que ses enfants, soit revenir après avec ses enfants sur les contenus qui ont été vus. La Ça c'est télévision ça peut c'est c'est être, important c'est ouais. important, je me permets de m'attarder 2 secondes dessus parce que c'est ça
Ça fait partie un peu des je pense, des conseils généraux de notre cycle, c'est que c'est l'importance de l'éducation et de la parentalité, donc de l'accompagnement des parents dans les usages et pratiques numériques de leurs enfants. Donc là, en l'occurrence, regarder ensemble le programme à la télé permet aux parents de commenter, ce qui se passe, de rajouter un petit peu de langage, c'est ça? Et donc d'améliorer des effets positifs, c'est ça? Oui, la télévision et les enfants sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont tendance à être assez actifs devant la télévision. C'est-à-dire que c'est pas, quelque chose d'hypnotique où ils resteraient assis devant et où leur cerveau s'éteindrait pendant toute la durée du visionnage. Les enfants ont tendance à sélectionner les contenus qu'ils ont envie de voir et quand ils les regardent, ils font des hypothèses. Ils essayent d'anticiper ce qui va se passer, ils essayent de décider qui est le gentil et qui est le méchant. Ils se posent des questions sur les situations en cours, sur ce que signifient des mots de vocabulaire qu'ils connaissent pas forcément. Donc c'est quelque chose qui peut rendre les enfants assez actifs. Évidemment, ça dépend là encore du type de programme et ça dépend de l'âge de l'enfant. Pour un enfant de 1 an qu'on mettrait devant un programme très compliqué, il est évident qu'il va rien comprendre et qu'il va pas être très actif dans ce visionnage. Pour des enfants qui regardent un contenu adapté à leur âge, par contre, les enfants peuvent être, assez actifs et donc ce travail d'apprentissage de mots de vocabulaire, de formation d'hypothèses, de compréhension, de jugement moral, c'est quelque chose qui évidemment va être d'autant plus utile et efficace pour les enfants qu'il est accompagné et étayé par un adulte. Donc ça peut être effectivement regarder en même temps ou simplement revenir sur le programme qui a été vu et en discuter avec ses enfants, ça marche aussi. Et qu'en est-il donc des jeux vidéo, hein, un sujet qui revient pas mal dans l'actualité, on parle de sociabilisation aussi, je pense pas que ce soit le cœur de votre sujet, mais c'est vrai que le lien causal que vous faisiez tout à l'heure sur l'attention, ça peut, je pense aussi se rapporter aux jeux vidéo, hein. Est-ce que quand on socialise moins, on a tendance aussi à aimer les jeux vidéo, et plutôt que les jeux vidéo changent la sociabilisation des jeunes, mais globalement, qu'est-ce que les études sur les jeux vidéo ont pu montrer ou pas trop? Les jeux vidéo, alors sur le plan cognitif, les seuls effets vraiment avérés des jeux vidéo sont positifs. C'est-à-dire que le fait de jouer à des jeux vidéo a tendance à plutôt développer les compétences attentionnelles, développer le fait d'arriver à bien se repérer dans l'espace aussi. Heu, il y a des effets microscopiques sur l'intelligence qui sont vraiment négligeables. Ce sont tous des effets qui sont petits de toute façon, hein. Je ne suis Mmh. pas en train de dire qu'il faut faire jouer ses enfants à des jeux vidéo. Là, le bénéfice est de toute façon très faible, mais ce sont des bénéfices en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a rien qui suggère que le fait de jouer à des jeux vidéo fasse baisser l'intelligence ou l'attention, c'est vraiment plutôt l'inverse. C'est là encore des loisirs qui rendent assez actifs et le contenu des jeux de beaucoup de jeux vidéo est très proche des tests ou des tâches qu'on utilise en rééducation pour les personnes victimes de lésions cérébrales, par exemple, ou donc c'est plutôt un impact bénéfique faible en moyenne. Sur le plan de la socialisation, bah, là encore, ça dépend beaucoup des jeux vidéo. Il y a beaucoup Ça, d'enfants qui j'allais sont demander, très investis dans des ouais. jeux vidéo, très sociaux, en ligne, Mmh. dans lesquels ils jouent avec d'autres gens, avec d'autres enfants. Donc ça peut être un vecteur de socialisation, en réalité. Tout C'est à là fait. encore très différent de faire un jeu vidéo seul ou un jeu vidéo massivement en ligne avec d'autres enfants, quoi. Tout à fait, mais et là pareil, c'était un peu le la question ma question, sur les jeux vidéo, on a dit en introduction que le numérique, c'était un terme trop vaste et les écrans pareil parce que ça qualifiait trop de choses trop différentes et qu'il fallait observer contenu par contenu. Est-ce que dans le cas de bah, c'est vrai pour les contenus de télévision, on en a parlé, mais dans le cas des jeux vidéo, il y a tellement de différences entre un jeu, peut-être un peu de stratégie, et un jeu de tir à la première personne, où il y a globalement des choses très différentes à faire. Est-ce que, dans les études que vous voyez, il y a des spécificités par, genre de jeu pour le coup, entre, voilà, plutôt jeux de stratégie, jeux d'arcade, jeux peut-être, ce qu'on appelle des jeux de résolution de problèmes justement? Ou finalement il y a une sorte de moyenne, qui englobe un peu tous ces jeux, indépendamment de leur genre? Les études vont presque toujours tester l'effet de un jeu vidéo en particulier, donc c'est compliqué de faire des généralités de toute façon. Ce qui a le plus été étudié, je pense, c'est les jeux d'arcade, jeux de tir à la première personne, surtout sur le plan des compétences spatiales et attentionnelles, donc on sait qu'ils ont des effets bénéfiques sur l'attention et sur les compétences visuo-spatiales. Les tout ce qui est jeu de stratégie, ça a été un peu fait aussi avec des petits effets sur l'attention aussi, les capacités à faire plusieurs choses en même temps. Il y a des petits impacts sur le temps de réponse parfois, donc de légers impacts sur la vitesse. Mais bon, tout ça est encore une fois des impacts vraiment minimes, hein. Donc ça vaut pas le coup, je pense, de faire des généralités en disant, «Tel type de jeu vidéo est bon pour telle chose», par exemple. C'est globalement, de façon générale, pour des jeux, là encore, qui sont adaptés à l'âge de l'enfant, hein, et avec du contenu,
du contenu un peu adapté, c'est un loisir qui globalement, mérite pas de s'inquiéter, quoi. C'est neutre ou très légèrement bénéfique à titre global, même s'il peut y avoir des effets différenciés par type de jeu, il y en a aucun qui justifie une inquiétude en tout cas, ça c'est sûr. Et peut-être et pour terminer, avant de passer donc aux questions, de notre, de nos participants, je vous rappelle que vous pouvez encore en poser. On a parlé, télévision, on a parlé jeux vidéo, il faut absolument quand même qu'on parle réseaux sociaux, qui Mmh mh. sont, un enjeu immense et pas que pour l'intelligence, hein. C'est un enjeu démocratique, un enjeu, attentionnel, un enjeu, enfin, sociétal. Donc, on est obligé de l'aborder ici, de le cantonner à la question de peut-être de l'intelligence et en l'occurrence de se concentrer sur les jeunes, hein, même si là encore le sujet, les dépasse, enfin, c'est un sujet de société. Pour juste, provoquer un petit peu, on voit par exemple que, un réseau social à succès comme TikTok peut être un bon exemple, un bon sujet de conversation parce que c'est un réseau social d'origine, chinoise. Enfin, c'est pas d'origine chinoise, hein, la société, qui ByteDance qui édite ce jeu est chinoise. Ce jeu enfin, ce réseau social a été, récemment, bridé en Chine. C'est des En tout cas, c'est des articles, un petit peu, en tout cas, un certain nombre d'articles qui reviennent sur ce côté-là et qui interrogent en se disant, voilà: «Est-ce que ce genre de réseau social, par exemple, qui est vachement basé sur une interaction courte, ce qu'on appelle un doom scrolling, donc un scroll infini, donc avec, une sorte d'impression de jamais de fin. Pour vous, est-ce qu'il y a des études, pas forcément sur TikTok parce que c'est un réseau social très récent, mais est-ce qu'il y a des études sur les réseaux sociaux qu'il vous semble intéressant de partager? Et sinon, que pensez-vous du cas TikTok, peut-être, sans forcément, se référer à des sources scientifiques, mais donner votre avis sur, ce cas précis, qui en ce moment fait quand même pas mal, parler de lui? Des études sur, les réseaux sociaux et l'intelligence, la mémoire, la concentration, les aptitudes cognitives en général, ça existe pas, je pense. Je ne Mmh, crois pas que quelqu'un ait fait ça. Hem, les réseaux sociaux, c'est un vecteur de socialisation comme un autre. Après, c'est vrai des réseaux sociaux comme c'est vrai des autres outils numériques qu'on a évoqués. L'impact peut être positif ou négatif selon l'usage qu'on en fait. C'est toujours une question de type de contenu en réalité. Donc c'est vrai pour les émissions télévisées comme c'est vrai pour TikTok. Un jeune qui est producteur de contenu sur TikTok et qui passe, des heures à réfléchir à ce qu'il va raconter, à faire un plan du discours qu'il va présenter, à mettre en scène, ce qui va présenter, l'environnement dans lequel il va le présenter et ainsi de suite. C'est un jeune qui est producteur de contenu, qui est actif dans une démarche qui le met en jeu intellectuellement. C'est plutôt positif sur le principe. Un jeune qui passe, des heures à faire du doom scrolling, et à regarder des contenus négatifs, il y a des TikTok avec des choses très délétères autour du suicide, des choses comme ça, par exemple. Évidemment, on peut attendre un impact plutôt négatif sur sa santé mentale. Donc c'est vraiment, comme toujours, une histoire de contenu. mmh, Ça me rappelle, j'en ai pas parlé sur les paniques morales, le cas des SMS, l'écriture SMS qui avait été un objet de panique morale aussi. Il y a eu une phase où les gens étaient terrifiés par l'écriture SMS en disant: «À force d'écrire en SMS, en langage SMS, les jeunes sauront plus parler français correctement». Et en fait, il y a eu des études à grande échelle sur cette question qui montrent que les jeunes qui écrivent en écriture SMS sont en moyenne meilleurs en orthographe que les autres. Parce qu'écrire en écriture SMS demande de réfléchir à la phonétique de façon un peu fine, donc ils ont tendance à être plus conscients des assemblages de phonèmes dans les mots et puis plus généralement, quand on écrit en écriture SMS, on écrit, ce qui est déjà pas mal parce qu'on a du mal à faire écrire les enfants souvent. TikTok, c'est un peu la même chose. Être producteur de contenu sur TikTok, c'est une mise en jeu intellectuelle, donc ça va être plutôt positif sur le principe. Mais, en faisant effectivement attention sur le plan de la santé mentale, sur le plan de l'usage des écrans avant le coucher aussi, parce qu'il y a l'impact sur la qualité de sommeil, les rythmes attentionnels le lendemain et ainsi de suite. mmh. Donc, comme tout le reste, selon les patterns d'usage, selon ce qu'on en fait exactement, ça peut être une bonne ou une mauvaise idée, quoi. Un thème qui, personnellement, en tout cas, m'est cher, c'est le fait de faire, produire et contribuer les gens, les jeunes en l'occurrence, et pas que les faire consommer. Je ne sais pas quelles sont les statistiques de TikTok, mais j'imagine que la plupart des utilisateurs consomment plutôt qu'ils ne produisent et c'est peut-être ce genre de tendance, sur lesquelles il faut travailler puisque pour le coup, effectivement, quand on produit, son propre contenu, on est dans une démarche, assez différente, que quand on est dans de la pure, consommation et ça quel que soit le réseau social ou même la plateforme numérique sur laquelle on est. Je vais Bien commencer, sûr. à aller sur les questions.
Il y en a une, qui fait écho un petit peu à une discussion qu'on avait avec Corentin ce matin sur la manière dont les intelligences artificielles pourraient, impacter le travail de réflexion et de développement de l'intelligence des enfants. Et là, donc la personne, Enora, pense notamment aux intelligences artificielles qui rédigent à notre place des dissertations ou autres, en mentionnant ChatGPT. Qu'est-ce que vous en qu'est-ce que vous en Ce pensez? qui est sûr, c'est que ça va faire un petit peu évoluer notre pratique d'enseignant, je pense, pour ce qui est du fait de proposer des devoirs à la maison et de faire attention à la façon dont on les évalue. Au-delà de ça, c'est un outil, je pense qu'il va falloir avec lequel on va devoir apprendre à vivre, j'imagine. Comme n'importe quel outil numérique, ça peut être bon ou mauvais selon la façon dont on le présente et on accompagne les enfants à son usage. ChatGPT, et les autres intelligences artificielles du même type, c'est un outil qui reprend qui a appris les réponses qu'il nous donne en exploitant des bases de données de sites sur internet et qui élabore des réponses à partir du contenu qui est présent dans ces sites. Ce qui veut dire que les réponses qu'il donne, c'est ce qu'on pourrait trouver avec des recherches sur internet, rédigées sous une forme, plus jolie et plus mise en page, on va dire. Donc c'est typiquement un outil qui demande à faire l'objet d'un apprentissage pour ce qui est du tri du contenu. ChatGPT, c'est un truc auquel on peut pas faire confiance parce que l'IA ne sait pas elle-même si ce qu'elle dit est vrai ou pas, comme elle reprend du contenu qui est présent. Il arrive quand on lui pose des questions factuelles un peu pointues, qu'elle fasse des très gros contresens ou qu'elle invente de toutes pièces. Donc il y a un vrai apprentissage à faire dans la maîtrise, dans l'usage de l'information qu'elle nous donne, dans la vérification des informations, ce qui est un très bon exercice de façon générale d'esprit critique pour les enfants de toute façon. C'était déjà vrai avec, Google et les autres moteurs de recherche de toute manière, hein, le tri de l'information, la vérification des sources. Ça l'est encore plus avec ces intelligences artificielles. Donc c'est comme n'importe quel outil numérique, à la fois un danger et puis une opportunité aussi de travailler sur des concepts, importants d'esprit critique, de manipulation de l'information. Une autre question, de Lucille qui dit que quand elle voit qu'au Canada, les recommandations, sont plutôt ça fait écho un peu aux conseils qu'on donnait sur le fait de regarder la télévision, accompagnée de l'adulte, et qu'on peut reporter sans doute à d'autres, pratiques numériques. Lucille, mentionne qu'au Canada, les recommandations, c'est plutôt de faire avec plutôt que de spécifier qu'il n'y a pas d'écran avant tel âge et qui pose la question de ce qu'il en est en France. Je sais pas si vous avez la réponse à cette question? Hem, on peut donner des recommandations d'âge, on en trouve parfois, hein, pas d'écran avant 3 ans, par exemple, ce genre de choses. C En fait, c'est de façon vraiment fine, ce serait pas d'écran avec un contenu que l'enfant n'est pas capable de comprendre et qui va juste, lui occuper les yeux sans mettre en jeu son activité intellectuelle. Donc, si on veut mettre son enfant devant un écran avant 3 ans, si c'est un contenu adapté aux plus petits, pourquoi pas? C'est rare qu'on trouve de très bons contenus pour les enfants vraiment très jeunes, hein. Les contenus pour bébés sont pas forcément, très stimulants intellectuellement, mais si on trouve un contenu pour enfant de 3 ans qui est proche de son niveau d'intérêt, de ses centres d'intérêt, de ses préoccupations, il n'y a pas de contre-indication particulière à mettre un enfant de 3 ans devant un écran ou de 2 ans. Donc effectivement, ça a plus de sens d'aller regarder finement contenu par contenu, clairement, que de donner des recommandations larges en termes d'âge. Mais, le principe de cette recommandation est disons que la démarche de ce le l'intérêt de cette recommandation, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce que mon enfant est capable de regarder à quel âge?» Donc le fait de dire pas d'écran avant 2 ans, pas d'écran avant 3 ans, c'est un raccourci pour dire: «Il est peu probable qu'on trouve des contenus vraiment intéressants pour les enfants à cet âge, donc c'est aussi bien de pas les mettre devant». Mais sur le principe, si vous trouvez des contenus adaptés, il y a vraiment pas de problème, quoi. Oui et ça aussi c'est je pense que une ligne conductrice de notre cycle, c'est que souvent, l'écran donc prenons la tablette, le smartphone pour être plus précis, est donné à l'enfant plutôt pour que l'adulte, n'ait pas à s'en occuper pendant un temps donné, donc il n'y a pas d'accompagnement éducatif, et de capacité, comme on le disait, à être à côté d'eux pour, accompagner le jeu, accompagner, le visionnage et donc là, on se retrouve avec d'autres problématiques, qui sont que l'enfant soit seul, enfin là, le jeune enfant soit seul, devant son contenu. Heu Exactement. C'est pas l'écran le problème dans l'histoire, c'est le fait que l'écran remplace des interactions, l'écran remplace du langage, l'écran remplace du jeu, parce que, l'enfant est laissé devant l'écran en l'absence d'autres solutions alternatives, en l'absence de jeu, en l'absence de camarades de jeu, en l'absence d'interaction avec les parents. Mais c'est pas en soi l'écran qui est dangereux, en fait. J'ai une autre question qui est intéressante, on l'a pas trop abordé, mais c'est un sujet que je sais qui est
qui doit être dans vos préoccupations, c'est et qui l'est de plus en plus, dans le monde éducatif, c'est la question des personnes en situation de handicap. Là, en l'occurrence, la question, c'est est-ce que les jeux vidéo peuvent apporter une plus-value dans l'estime de soi pour les personnes dyspraxiques, par exemple? Et donc, c'est Sophie qui pose cette question en réaction de ce qui vient d'être dit sur le repérage dans l'espace et moi je rajouterais à cette question globalement, est-ce on parlait de bienfaits, de davant enfin d'avantages, inconvénients, des jeux vidéo, qu'en est-il, effectivement, de ces outils numériques en termes de remédiation pour les jeunes ou moins jeunes en situation, bah, je pense aussi peut-être aux enfants, aux enfants en situation de troubles autistiques, qui sont avec des troubles de l'attention? Voilà, est-ce qu'il y a des choses particulièrement à dire là-dessus? C'est un sujet qui est très compliqué parce que les troubles des apprentissages ou les troubles envahissants du développement sont très variable, même pour un même trouble en termes de profil d'un enfant à l'autre. La dyspraxie, par exemple, dans la dyspraxie, il y a des symptômes moteurs, il y a des symptômes visuospatiaux, donc de repérage dans l'espace, et ces 2 classes de symptômes sont pas forcément présentes chez tous les enfants. Donc il y a des enfants dyspraxiques qui ont des grosses difficultés de repérage dans l'espace, mais pas de problème moteur. Il y a des enfants dyspraxiques qui ont le pattern inverse, il y a des enfants dyspraxiques qui ont les 2. Donc c'est dur de faire des généralités parce que ça dépend beaucoup de l'enfant et forcément du jeu vidéo aussi. Puisqu'il y a des jeux vidéo qui sont très simples en termes de repérage de l'espace, mais qui demandent des compétences motrices très élaborées, parce qu'on va apprendre des schémas de commande, des schémas d'action, des combinaisons de touches très spécifiques, alors qu'il y a des jeux vidéo qui font appel à des commandes motrices très simples, mais qui demandent beaucoup de repérage dans l'espace. Donc c'est dur de donner des généralités, il faut vraiment voir enfant par enfant et jeu vidéo par jeu vidéo. C'est vraiment la rencontre de l'enfant et du contenu, mais en tout cas sur le principe, tout ce qui met un enfant en condition de réussite, va être bon pour son estime de soi de toute façon. Donc Mmh. il y a vraiment pas de problème à le faire et cliniquement, c'est un outil qu'on peut utiliser avec des enfants qui ont des troubles des apprentissages. Ça arrive qu'on recommande des jeux vidéo, qu'on propose des jeux vidéo qui paraissent adaptés au type de difficulté de l'enfant et à ses centres d'intérêt évidemment, parce qu'il faut l'engager dans la démarche aussi pour que ça fonctionne. Donc c'est à considérer au cas par cas, mais sur le principe, c'est une bonne idée, ouais. Numérique en classe, sur la pratique du numérique en classe aussi, qui est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui est connexe, et qui est récurrent pour les enfants avec troubles des apprentissages. C'est pareil, en fait, on a souvent le réflexe de donner des ordinateurs aux enfants qui ont des troubles des apprentissages en classe. Cet enfant a un trouble des apprentissages, donc il a un ordinateur comme solution d'accompagnement. C'est pareil, en fait, ça dépend beaucoup des enfants. Un ordinateur en classe va pas forcément beaucoup aider un enfant dyslexique s'il a juste un trouble de la lecture. Lire sur écran ou lire sur papier va pas faire une grande différence pour lui. Donc c'est surtout utile pour les enfants qui ont des difficultés d'écriture spécifiquement. Donc ça peut être utile pour un enfant dyspraxique, mais ça dépend de ses difficultés exactes. Un enfant dyspraxique qui a du mal à s'organiser risque d'avoir du mal à organiser son travail sur ordinateur. S'il a du mal, en plus, à appuyer sur les touches du clavier, ça risque de le mettre en difficulté plus qu'autre chose. Mais pour des enfants dyspraxiques avec une dysgraphie, ça peut être extrêmement bénéfique. Donc c'est vraiment à voir au cas par cas et il n'y a jamais de solution, toute simple avec ce type de trouble. Ou en tout cas, pas de solution universelle. Tout à fait, sur cette question spécifique, je renvoie aussi aux travaux d'André Tricot, qui a fait notre deuxième ou troisième conférence, parce qu'effectivement il explique que les études montrent que pour certains cas, en fait, le fait de rajouter un outil numérique complexifie la consigne, puisqu'il faut à la fois répondre à la consigne et intellectuellement, hein, et en plus, maîtriser l'outil numérique, ce qui est une sorte de double, consigne, quoi. Peut-être une dernière question, Corentin, je pense qu'elle est enfin, c'est une bonne manière de terminer. C'est là, on parle donc de questions, intellectuelles, enfin d'un sujet intellectuel assez fin. C'est la possibilité de changer de contenu de façon très rapide a la réputation d'empêcher la capacité de réfléchir à long terme. Qu'en est-il? Donc là, j'ai je dirais que c'est une ouverture vers, finalement, OK, les outils numériques, ne font pas baisser notre intelligence parce que on l'a vu d'ailleurs, c'est une définition enfin, la définition de l'intelligence n'est pas, hyper, claire. Mais est-ce qu'elle nous modifie aussi notre intelligence? Peut-être, sur là, on parle de la capacité de réfléchir à long terme. J'avais un autre sujet qui disait, report de compétences, hein, on ne retient peut-être plus autant qu'avant, mais on sait chercher l'information là où elle est. Voilà, peut-être sur ces 2 exemples, qu'en pensez-vous? Mmh. La définition d'intelligence, c'est clair, hein, elle est juste compliquée, mais elle est claire. Hem, Ah, l'éclair, pardon. C'est hem résoudre des problèmes, complexes, c'est ça, hein, que ce que Ouais, vous avez dit résoudre en des intro? problèmes, c'est résoudre des problèmes de façon générale, s'adapter à son environnement en résolvant des problèmes et après il y a plusieurs OK. sous-classes de compétences. Mais bref, donc
Alors, le fait de j'aime bien l'idée que du transfert de compétences, effectivement, c'est vrai qu'on voit bien qu'en classe, on a tendance à moins travailler l'apprentissage par cœur, que c'était le cas pour notre génération à nous et pour la génération de nos parents encore plus peut-être. Mais, on a tendance à travailler d'autres compétences à la place. Je pense que c'est vrai de beaucoup de choses avec le numérique. Hem, je suis pas sûr qu'il y ait que la capacité à changer rapidement de contenu, génère un genre d'instabilité intellectuelle ou de difficulté à réfléchir à long terme. Je crois pas que quelqu'un ait étudié ça, ce serait très, très compliqué à étudier, hein. Je sais pas moi comment on pourrait mesurer la capacité à réfléchir à long terme, par exemple. Ce serait difficile à opérationnaliser, en fait, si on voulait faire de la recherche dessus. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Après, il est certain que, le numérique, de par sa capacité à alterner d'une activité à l'autre rapidement, heu, pose certaines difficultés. On a par exemple des travaux qui montrent que, le numérique utilisé en classe, donc avec la présence de téléphones, avec la présence d'ordinateurs en classe pour les étudiants à l'université notamment, tendance à diminuer la compréhension parce qu'il génère du multitâche chez les étudiants, qui ont tendance à basculer d'une activité à l'autre rapidement et donc ils se concentrent moins sur le cours et ça a tendance à diminuer leur niveau de compréhension, ce qui est assez logique. De la même façon, si vous alternez très rapidement entre différents types de contenus, vous allez probablement moins bien comprendre le premier contenu sur lequel vous étiez, même pas forcément en termes de temps de réflexion à long terme, mais simplement parce que vous consacrez moins de temps à réfléchir au contenu avant de passer à un autre contenu. Et le papier avait cet avantage-là, peut-être qu'on était obligé de le manipuler plus lentement, donc de passer plus de temps sur chaque sujet. Donc il y a peut-être là aussi un genre de compromis entre la diversité d'informations à laquelle on a accès, qui est beaucoup plus importante avec le numérique, mais la profondeur de traitement qu'on arrive à consacrer à chaque information. Mmh. Il y a quelques travaux qui vont dans cette direction-là et qui suggèrent que globalement, on comprend peut-être un petit peu moins bien les informations présentées sur écran que sur papier. Ce qu'on attribue, parfois à cette idée que sur papier, on est obligé de prendre plus le temps, de manipuler, de plus mettre en jeu la connaissance avant de devoir passer à autre chose. Donc c'est possible. Mmh. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit un inconvénient absolu du numérique. Je crois vraiment qu'on peut voir ça comme un compromis avec la diversité d'informations avec laquelle on a accès. Et on sait que quand le numérique a été introduit pour la première fois, dans le courant du XXe siècle, les premières télévisions, par exemple, ont représenté une ouverture sur le monde, hein, pour des gens qui n'avaient pas forcément accès à beaucoup de connaissances avant. C'est des médias supplémentaires qui remplacent pas forcément quelque chose. Il y a beaucoup de familles qui étaient très peu lectrices et pour qui la radio puis la télévision ont apporté de la diversité d'informations sur le monde qui était pas présente avant. Donc c'est un compromis aussi. Mais oui, c'est possible. Bien. Et ben, c'est parfait, ça conclut parfaitement cette conférence. Merci beaucoup, Corentin, Si. Corentin Gontier, pour votre participation à donc cette 7e conférence, hein, déjà, pour nous avoir, permis de démêler, une idée reçue tenace, sur, voilà, ce déclin de l'intelligence qui n'en est pas du tout un, hein. Si on doit résumer, finalement en une phrase, c'est qu'il n'y a pas de baisse de l'intelligence, aucune baisse de l'intelligence, depuis qu'elle a commencé à être, sérieusement étudiée. Merci beaucoup de nous avoir suivis, si nombreux en direct, hein. Vous étiez un peu plus de 150 jusqu'au bout. Merci, à nous comme d'habitude pour vos questions. Désolé pour, celles qu'on n'a pas pu, poser parce que c'est toujours là aussi, nous aussi, on fait des compromis, hein, en direct, sur, ce qui a déjà été un petit peu abordé ou pas. Comme à chaque fois maintenant, ce n'est plus une surprise, la conférence, elle a été, enregistrée. Elle sera retransmise très prochainement sur le compte YouTube et le site internet de la trousse à projets, et comme toujours accompagnée d'une petite fiche outil. Je rappelle que cette fiche outil, elle a à la fois pour but de synthétiser un petit peu l'échange que nous avons eu, avec Corentin, mais aussi de vous donner, une base d'un temps d'échange que vous pourriez avoir avec d'autres parents, d'autres enseignants, un café parents-enseignants. Enfin, voilà, donc c'est le contenu de cette, conférence, pourra être ainsi, le point de départ d'une discussion pour vous permettre de faire essaimer, voilà cette, démystification, puisque on l'a vu en introduction, on fait face à des idées reçues très tenaces pour certaines, alors que, le consensus scientifique est clair et net, et qu'il y a pas vraiment lieu, que certaines craintes, demeurent, telles qu'elles, existent actuellement. Voilà, le cycle de conférences, il continue comme toujours le mois prochain. Cette fois, on se donne rendez-vous le mercredi 8 mars, journée de la femme, et c'était l'occasion, ou jamais d'avoir, enfin, d'aborder l'idée reçue: «Vrai ou faux, le numérique, c'est pour les garçons?» Point d'exclamation. Ce sera notre 9e et avant-dernière conférence pour ce premier cycle, et cette fois, nous serons accompagnés par Anne Siegel,
directrice adjointe scientifique, interdisciplinarité et interface et qui a notamment dirigé l'excellente BD, Les décodeuses du numérique dont, j'aurai l'occasion de vous reparler. Journée des droits de la femme, pardon. On me corrige en direct, merci. Voilà, encore merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée et à très vite. Merci, merci Corentin. Si.